Soyez toutes et tous bienvenus sur Entre là, le podcast qui tisse des liens pour réconcilier les humains avec le vivant. Soyez toutes et tous bienvenus dans cette série dédiée aux lauriers de la régénération, développée avec l'association Nous sommes vivants. Les lauriers de la régénération, c'est un dispositif qui vise à mettre en lumière les initiatives pionnières en matière de pratiques régénératives. Au fil de ces interviews, vous allez voir que passer de la prédation du vivant à sa régénération, ça existe déjà, ça marche, c'est rentable et pérenne, et c'est bourré d'innovations et d'effets collatéraux à impact positif. Créer sans détruire, fabriquer des produits qui abîment moins, préservent un peu mieux, on sait que c'est possible, on sait le faire. La norme ISO 14006, la démarche d'éco-conception, l'impact score ont fixé des critères. Julien Gorias, lui, va bien au-delà. Avec des chaises qui peuvent retourner dans les forêts, une façon d'écouter de la musique qui prend soin de tous, des produits dans une chaîne alimentaire qui évite le gaspillage, une louche qui coule de source, une lampe qui va de soi avec un E, des objets syntoniques qui synchronisent les rythmes de la nature avec ceux de nos activités humaines. Avec Carbone 14, Julien Gorias a créé en 2020 un studio de design, de mobilier et d'espace. Sa mission ? Dessiner des objets qui prennent de la valeur dans le temps, grâce à la conception positive. Il veille au cycle de vie complet des produits qu'il conçoit. Il s'agit que les objets s'usent bien dans le temps, qu'ils prennent de la valeur dans le temps. Vous savez, comme ces objets luxueux qui ne nous appartiennent pas vraiment parce qu'on les transmet à nos enfants. Il s'agit de faire ça pour tout. Est-ce plus cher? Est-ce un luxe? Non, c'est un défi, mais c'est possible. Ça force à être très créatif, c'est ce que nous explique Julien. Le surcoût à un endroit doit générer une économie à un autre, car les clients et les consommateurs ne peuvent pas absorber le surcoût, explique Julien. Ça prend peut-être un peu plus de temps, mais c'est extrêmement satisfaisant de concevoir, de fabriquer et d'avoir chez soi un produit cohérent à impact positif. C'est ce que je comprends en écoutant Julien. Et c'est à ça que sert le design, il le rappelle. Le design, c'est une manière de résoudre les problèmes par le dessin. Vous voulez comprendre comment ça fonctionne, comment il fait? Chère auditrice, cher auditeur, je te souhaite une très bonne écoute. Tu auras les réponses à toutes ces questions dans cet épisode, qui est pour toi. Entre là! Bonjour Julien, merci beaucoup d'être avec nous sur le podcast Entre là pour les lauriers de la régénération. On va parler de Carbone 14, de ce que vous faites, de comment vous le faites, avec qui vous le faites. Je vous propose peut-être de vous présenter pour qu'on fasse tous connaissance un peu rapidement. Bonjour Gaëlle, merci pour cette invitation. Oui, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Julien Gorias, je suis designer industriel. J'ai bientôt 40 ans. J'ai fondé Carbone 14 Studio en 2020. Et l'idée derrière, c'était de vraiment célébrer le temps. Le carbone 14, c'est un isotope du carbone qui a cette particularité d'être radioactive parce qu'elle n'a pas le même équilibre de neutrons et de protons, donc elle se diffuse comme ça. Et j'aimais beaucoup cette inspiration de la nature qui vient nous redemander qu'est-ce que c'est que le temps. Et finalement, le temps, quand on fabrique des objets, des services, des lumières, c'est l'utilisation qu'en font les personnes. Et comment on peut bien concevoir les choses pour que les personnes usent bien les objets et comment cette usure, elle peut être bénéfique à l'objet. Très concrètement, vous faites du design d'objets, d'espace, c'est ça? Voilà, alors concrètement, je travaille pour plusieurs typologies de clients. J'ai par exemple, j'ai la joie de travailler avec l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne, mais je travaille aussi parfois pour la mairie de Paris. Je travaille aussi pour des clients qui sont des éditeurs, des fabricants de mobilier, de lampes, d'objets, puis aussi pour des marques plus prestigieuses. L'idée, c'est que le design, c'est un mot qui est un peu vague, qui est pas toujours très clair. Si je le résume, c'est une manière de résoudre des problèmes par le dessin. Et ça, c'est une définition que j'aime bien parce qu'elle est assez puissante pour justement s'attaquer à plein de genres de problèmes. Alors, qu'est-ce que vous faites avec l'hôpital Sainte-Anne? Alors, l'hôpital Sainte-Anne, c'était un projet qui m'intéressait énormément parce que ça a commencé par une exploration d'une semaine
qu'on appelle communément un workshop, un atelier. Et l'idée, c'était d'apporter de la musique pour les personnes qui sont internées. Souvent, on leur prend leur téléphone plus pour leur sécurité que pour éviter qu'ils prennent leur téléphone, qu'ils appellent tout leur répertoire pour leur expliquer qu'ils sont internés ou voilà. Donc souvent, ils ont plus de téléphone. Mais on sait que la musique, c'est une manière agréable de pouvoir voyager, etc. Et donc, on avait fait un premier projet sur comment apporter la musique dans l'hôpital juste pour pouvoir en écouter. Sur l'invitation du Lab A, donc le laboratoire d'accueil hospitalier, qui est un studio de design qui est au sein même de l'hôpital Sainte-Anne, on m'a proposé de se dire, c'est bien d'apporter de la musique, mais est-ce qu'on pourrait pas aller plus loin que juste apporter de la musique? Et donc l'idée, c'était vraiment de travailler sur comment la musique peut être aussi vecteur de soins, ou en tout cas venir calmer l'anxiété des patients. Donc c'est un dispositif sonore qui a été développé par plusieurs entités. Donc il y a l'ENSI, les ateliers avec le plateau Paris-Saclay, et puis donc l'hôpital lui-même, et enfin l'IRCAM. Voilà. Donc c'est un projet qui a été développé avec 3 entités, l'ENSI et le Centre de recherche Paris-Saclay, l'hôpital et l'IRCAM. C'est un institut de recherche et de coordination acoustique et musique. Donc l'idée, c'était vraiment de penser un service total qui vient aider à la fois le patient et les infirmières et les infirmiers pour venir calmer l'anxiété en psychiatrie. Et moi, je suis venu rajouter un peu mon grain de sel en disant qu'il fallait que ce soit un objet, bien sûr, qui coûte pas trop cher, sinon il ne sera pas mis en place. Il fallait que ce soit un objet qui soit que à partir d'objets soit recyclés, soit issus de la nature. Qu'il fallait aussi que n'importe qui puisse le réparer avec des objets qui soient issus d'une boutique de bricolage, parce qu'on pourrait imaginer que ce produit, qu'il n'ait pas à attendre des pièces de rechange, etc. Donc entièrement démontable, etc. Donc il est fait à partir de bouteilles d'eau recyclées. Tous les critères que j'ai pu mettre sont mis au maximum. La plupart du fauteuil est fabriqué à côté du Mans. Voilà, donc ça, j'ai mis tous les critères au maximum, tout en respectant le cahier des charges de l'hôpital, etc. C'est un projet qui est encore un peu confidentiel, mais qui on va commencer à communiquer dessus cette année. Ça veut dire que tout ce que vous faites, globalement, c'est avec un objectif d'éco-conception. Est-ce que vous voulez nous expliquer un peu maintenant quel est votre cahier des charges, votre manière de travailler? Oui, tout à fait. En fait, quand j'ai créé Carbone 14 Studio, j'avais commencé par créer le manifeste qui le définit, qui se basait sur mon mémoire de fin d'études, qui s'appelait Usure et bénéfices du temps. Donc mon mémoire s'intéressait à qu'est-ce que c'est que l'usure finalement, et comment l'usure peut venir donner ou enlever de la valeur. Donc d'abord, il va falloir donc mon mémoire sur la première partie, il venait demander qu'est-ce que c'était que l'usure, comment on peut la définir, comment on peut essayer de la comprendre. Et puis ensuite, dans la deuxième partie, essayer de voir comment il y a une usure qui est dite positive et une usure qui est négative. L'usure négative, celle qui va enlever de la valeur, qui va enlever de la valeur écologique et environnementale, mais qui peut aussi enlever de la valeur financière ou de la valeur même psychologique. Et puis une autre qui va apporter de la valeur environnementale, qui va apporter une valeur financière. Donc ça, c'est ce sujet-là qui m'intéressait. Et donc, cette manière de voir les choses et de voir comment la valeur pouvait arriver sur un objet, je me suis dit, tiens, cette manière de regarder le monde, comment, en fait, on peut regarder les objets qui sont âgés autour de nous, comment ils peuvent venir, en fait, nous inspirer aujourd'hui pour créer des choses. Souvent, je me dis, si au Moyen-Âge, ils faisaient de l'éco-conception, c'était par nécessité. On n'a qu'à reconstruire les choses comme au Moyen-Âge, en fait. La plupart des choses sont assez accessibles. Donc voilà, et donc ça crée un manifeste que j'ai appelé le manifeste de la conception positive, donc vraiment avec cette idée de l'usure positive et de la question de la valeur dans le temps de l'objet. Et ça, bien sûr, j'ai pris dans les racines tout ce qu'il y a dans l'éco-conception actuellement.
Bien sûr que l'éco-conception tel qu'il existe aujourd'hui, en tout cas en France, c'est la question d'avant d'acheter, de réutiliser, de réparer. Dans l'ordre, toutes ces choses d'éco-conception, je les ai assimilées dans mon manifeste. Il y a aussi l'impact score dont on entend parler un peu autour de l'éco-conception. L'impact score, c'est intéressant puisque c'est un outil qui permet d'évaluer l'impact de votre entreprise. Donc c'est déclaratif. Je pense que c'est un outil qui permet de se situer. Mais c'est un peu comme l'éco-conception. Je pense qu'on peut aller plus loin, on peut aller, en tout cas, on peut donner plus d'informations pour les consommateurs. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, mon studio a eu 91 sur 100. Mais comment savoir où est-ce que je mets mes efforts, où est-ce que j'investis, et surtout la complexité pour certaines entreprises par rapport à la taille qu'elles font et comment elles peuvent agir. Merci d'avoir précisé ça, je vous laisse continuer sur l'éco-conception. Il y a un principe d'éco-conception qui m'a particulièrement touché, qui s'appelle en anglais le cradle to cradle. Donc les gens disent C2C, qui a été mis au point par un architecte et un biologiste américain et l'autre allemand, qui vraiment m'a beaucoup intéressé dans la chaîne de valeur et dans l'intérêt que pouvait représenter un produit. Donc ça a été vraiment à la base de ma recherche. Et ce que je retiens du cradle to cradle, c'est ne pas transformer à l'échelle microscopique un produit dans un voyage dans lequel on ne peut pas revenir. Je prends du pétrole, j'en fais un polymère. Je pourrais pas prendre un polymère et faire du pétrole. Je prends du maïs, je fais du polymère. Voilà, je peux pas revenir en fait. Donc tout ça sont des voyages sans retour. Donc quand vous concevez un produit, alors bien sûr, c'est très 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 compliqué puisque le marché vient nous pousser. Voilà. Donc quand on fait un produit, on va éviter ou ne pas utiliser de produits qui font un voyage sans retour. Voilà. Donc ça c'est ma démarche de conception. Et puis après, selon mes clients, selon bien sûr les contraintes, je peux aller plus ou moins profondément dans le sujet. Donc pour ça, j'ai une collection que j'ai à côté de mon travail, qui sont des collections vraiment manifestes, qui sont des produits que je fais pour venir un peu expliquer ma démarche. Qui sont un peu vos produits sur étagère, qui peuvent être vendus tels quels. Oui, l'exemple, celui avec lequel j'ai gagné le prix l'an dernier, c'est une chaise qui s'appelle la chaise qui cache la forêt. Une chaise qui est fabriquée en bois de frêne, collée avec de la colle poisson et protégée avec de la cire d'abeille. C'est quoi la colle poisson ? La colle poisson, c'est une colle traditionnelle d'ébéniste qui est faite à partir du collagène des arêtes de poisson et de la peau de poisson. En fait, ça c'est la colle traditionnelle. Donc finalement, les ébénistes, tous ceux qui ont fait boule, ils ont plus utilisé cette colle que la colle qu'on appelle la colle vinylique, qui est à base de polymère. Ouais, donc l'idée dans ce processus de chaise, c'était de faire une chaise entièrement à partir de choses naturelles, mais en gardant de la légèreté, quelque chose de contemporain, de désirable, voilà, pas quelque chose qui nous rebute où on se dit ah dommage, oui mais bon c'est écolo, bon bah voilà, c'est pour ça que donc, je voulais vraiment pousser tous les triggers au max. Et l'idée dans cette chaise, c'est que elle est née d'un client pour qui je travaillais, qui me disait sans cesse et alors Julien, ce produit, je peux m'en servir ou pas? Parce qu'au bout d'un moment, quand vous êtes vous êtes très impliqué dans la question environnementale, vous devenez en fait malgré vous une espèce de juge de ce qui vient ou pas. Alors moi, je pense pas avoir ce pouvoir, mais j'utilise beaucoup de bon sens. Donc il me disait, et cette peinture, est-ce que cette peinture, je peux m'en servir pour faire ça? Je dis, je sais pas, pourquoi tu me demandes? Il y a écrit A+, mais bon, c'est du polyuréthane. Je dis, est-ce que tu pourrais faire couler cette peinture dans ton jardin? Ah non, c'est horrible. Non, surtout pas. Je dis, ne l'utilise pas alors. Ne me pose pas la question. Imagine-toi à chaque fois, renverse dans ton jardin ce produit que tu veux utiliser. Est-ce que tu peux le faire? Ah non. Voilà. Donc si on se pose la question pour ça, très vite, ça vous fait faire les bons choix. Et donc, quand j'ai dessiné cette chaise, je me suis dit, je vais imaginer une chaise que je pourrais poser dans mon jardin sans me dire, la pluie va faire tomber des polymères,
il va y avoir des trucs qui vont passer dans la terre, etc. Non, juste du bois, de la colle issue du collagène du poisson et de la cire d'abeille. Donc 3 choses qu'on trouve dans la nature et en abondance, puisque la colle poisson est bien sûr faite à partir des restes de poissons qu'on ne mange pas. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passera si je laisse cette chaise dans la nature? Donc j'ai eu cette idée de faire des trous dans les pieds, de mettre des graines de fleurs et d'arbres dans les pieds des chaises. Comme ça, si vous laissez cette chaise dans le jardin, eh ben elle va repousser. Et vous allez rendre à la nature le bois que vous l'avez pris pour qu'elle existe. Et si vous pensez vos produits comme ça, alors vous créez cet équilibre régénératif de ces 2 usages. Et finalement, si tous nos produits étaient faits comme ça réglerait pas mal de questions. Alors, l'autre sujet, toujours faire attention à l'effet rebond, c'est que moi, je suis pas pour que tout le monde balance ses chaises dans les forêts. Hein. Il faut aussi, faut aussi raison garder, quoi. Ouais, mais c'est intéressant, c'est que vous êtes allé au bout de la démarche. C'est pas voir comment est-ce qu'on abîme moins, mais c'est vraiment aller jusqu'à la régénération. Et si je comprends bien, c'est votre thèse qui a déclenché cette réflexion et ce savoir-faire après, hein, c'est ça? Exactement. La base, c'est mon mémoire. C'était vraiment de se demander qu'est-ce que... Mon rêve, c'était vraiment de se dire, voilà, vous avez un produit pour une durée donnée. Mais il y a des produits qui n'ont pas de durée. Par exemple... une montre d'horloger, a priori, elle est faite pour durer pour toujours et elle sera réparée. On va en prendre soin, comme c'est un objet de valeur, on va toujours en prendre soin. Et les grands horlogers de la place Vendôme s'amusent à dire vous ne possédez pas votre montre, vous en êtes juste le gardien pour après. Bon, donc pour la question du luxe, la question est plutôt réglée. Un sac d'une grande marque, on va en prendre soin, on va le réparer, voilà. La question, c'est plus pour les produits qui sont un peu en dessous ou un peu plus bas. C'est ça, moi, qui m'intéressait. C'est des objets qui sont fabriqués de façon industrielle, qui sont en grand nombre. Comment on peut travailler là-dessus? Vous voyez, samedi dernier, j'étais dans un marché aux puces. Je pense que c'est un très très bon prof de design, le marché aux puces, parce qu'il vient nous montrer ce que là où les gens mettent de la valeur dans un produit. Vous voyez des produits, et donc c'est-à-dire que cette personne qui est en face de vous pense que ce produit a une certaine valeur, et puis vous venez voir si la valeur qu'il vous propose est à la hauteur du prix qu'il propose. Donc, pas confondre valeur et prix, ce sont 2 choses différentes. Et cette rencontre, moi, me passionne. Et elle est très intéressante parce qu'il y a des vieilles chaises, des fauteuils, voilà, du mobilier, etc. Qu'est-ce qui finalement nous plaît là-dedans?
Qu'est-ce qui fait que ça traverse le temps? Oui, parce que le prix, c'est ce qui fait aussi la valeur et le prix, c'est le désir que ça crée. Puis là, il n'y a pas d'enchère, mais en tout cas, il y a du monde autour, il y a tout le côté mimétique qui fait que si ça intéresse quelqu'un, ça risque d'intéresser un peu les autres autour, ça va devenir... Alors voilà, donc ça, c'est des questions que je m'étais posées dans mon mémoire. Il y a un très très bon papier qui s'appelle À propos des raideries, qui est le mot raiderie est un mot du nord de la France pour dire marché aux puces, par un certain Boltanski, qui est un super papier justement qui parle de cette question-là, de la valeur. Donc c'est des sujets qui me passionnent. Donc si on doit d'abord réutiliser, réparer, recycler, on doit aussi vivre dans un monde où on ne doit pas forcément renoncer à toutes sortes de conforts. Je pense qu'il faut trouver cet équilibre, mais en pensant au temps de vie des produits. Quand vous travaillez avec un hôpital, avec une entreprise, avec tous vos clients, est-ce qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire? Est-ce que finalement vous êtes plus cher, donc il faut réussir à faire vraiment comprendre les enjeux, l'apport, etc. Enfin, comment ça se passe, la confrontation au marché et puis le travail avec des partenaires? Oui, alors c'est hyper intéressant parce que pour moi c'est le sujet vraiment primordial. C'est-à-dire que le design que je prône et ce que je pousse, c'est absolument d'avoir un prix à peu près équilibré au prix actuel des marchés. Sinon, et on a les statistiques, hein, c'est toujours les consommateurs qui font l'effort. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une forme d'épuisement des consommateurs. Je veux dire, je travaille comme un fou, j'ai des enfants, et en plus, il faut que j'achète l'éponge écologique qui coûte le double du prix de l'éponge fabriquée en Chine, et en plus, je dois acheter mes légumes bio qui coûtent 2 fois le prix, et en plus, c'est toujours au bout de la chaîne que ça se passe. Alors que pour moi, la responsabilité, elle est réellement du côté de l'industriel. Donc, comment peut-on faire pour faire des choses locales qui contribuent à l'économie régénérative, mais au même prix? Eh bien là, je reprends les mots de Michel Serres, on est condamné à être créatif. Et il faut être créatif, et je crois vraiment que le génie de l'humanité, c'est d'arriver à trouver des réponses sous contrainte. Et moi, c'est ce que j'aime. Donc, ce que je dis à mes clients, c'est que ça va être plus dur, ça va être plus long, mais on va faire un produit qui va gagner des milliers de kilomètres, qui va gagner de la valeur, peut-être une valeur affective, peut-être une valeur environnementale, qui ne sera pas que un discours marketing, mais qui sera aussi un ensemble, qui sera quelque chose de global. Et ça, je sens, en tout cas, les gens qui viennent me voir, ils sont déjà convaincus de ça. Donc finalement, la pédagogie, elle a lieu, bien sûr, tout le long du processus, parce que on l'oublie très vite, mais finalement, les gens viennent me voir pour ça. Même je peux pas dire la marque, mais il y a un très très grand groupe une marque de vêtements étrangère qui est venue me voir pour que je travaille pour eux, alors que c'est l'antithèse de moi. Et je leur ai dit, mais comment voulez-vous que je travaille pour vous alors que vous êtes l'antithèse de ce que je fais? Ils m'ont dit, mais c'est justement avec vous qu'on veut travailler, puisqu'on veut faire des efforts. Oui, en prenant quelqu'un qui va jusqu'au bout et pas quelqu'un qui va juste faire un petit peu de peinture ou d'amélioration légère. Ouais, après, c'est une question d'arbitrage. Je veux dire, à un moment, il faut aussi se demander, dans quel monde on vit, comment on peut avancer, comment on peut faire les choses. Donc ça, il faut aussi, le principe de la réalité, il est quand même toujours là, un peu tapis dans l'ombre. Donc il faut pas trop l'oublier non plus. Donc voilà, moi c'est ce que je... Donc là, ce que vous voulez dire, c'est l'arbitrage, c'est le fait de travailler ou pas avec certaines personnes, ou c'est le fait d'arriver à les emmener plus ou moins loin? C'est les deux. En tout cas, il y a des gens avec qui je travaillerai pas, clairement. Et puis, c'est trop loin. Oui, c'est trop loin. Et puis, la question, elle est toujours pareille. C'est toujours une question d'échelle. Si je gagne des milliards, mais que à côté, je vous demande de régler les problèmes que j'ai avec le papier à l'imprimante, c'est bien. Mais en vrai, l'échelle, elle se joue que dans la question du nombre. Donc, et je dis pas que c'est facile. Hein. Oui, il faut que ça touche le cœur de métier, quoi. Sinon, c'est... Ah oui, mais c'est là où c'est compliqué. C'est que ce qui vous rapporte cet argent, il faut le remettre en question. Mais bon, donc c'est souvent des sujets qui sont compliqués. Mais après, il m'arrive aussi de dire, écoutez, là déjà, on a fait du chemin.
On n'est plus qu'à quelques centaines de kilomètres de production. On est passé du plastique au bois. On est passé d'une forêt où vous saviez pas d'où venait le bois à une forêt qui est traitée de façon écologique. Vous voyez, on gagne comme ça sur des points et ça prend du temps et on s'améliore et on voilà et on va de mieux en mieux. C'est faut aussi être faut aussi être optimiste mais aussi réaliste. Au début, je pense que j'étais très drastique, voire un peu trop, et je pense que j'ai refroidi des gens avec qui j'aurais pu travailler. Toujours le cas quand on veut faire un changement, c'est que parfois quand on est trop loin, du coup, on n'arrive plus à faire le pont avec les autres, quoi. Et comment vous êtes formé? On en a parlé un petit peu au départ quand on a préparé cette interview, mais ça m'intéresse de voir d'où vous venez. Là, je trouve que ça va être intéressant pour nos auditrices et éditeurs de comprendre comment s'est construit ce parcours, votre parcours, puis permet aussi à chacune de se dire, oui, en fait, si j'en ai marre de ce que je fais, voilà comment c'est possible. Oui, alors mon parcours, il est assez étonnant parce que moi, j'ai toujours aimé les objets, j'ai toujours aimé dessiner, j'ai toujours une grande sensibilité. Je savais pas du tout ce que je devais faire parce qu'il y a un peu tout le monde vous demande c'est quoi votre métier. Hein. Et puis après le bac, j'ai fait du théâtre parce que j'avais fait un club théâtre qui fonctionnait plutôt bien au lycée. Voilà, on avait joué un peu en région parisienne. J'avais beaucoup apprécié cette expérience. Donc, je suis parti à me former au théâtre. Et puis, en faisant du théâtre, j'ai beaucoup travaillé à construire des décors, à fabriquer des choses. Je suis parti en Italie, apprendre à fabriquer des masques en cuir de Commedia dell'arte. Pour ça, il faut apprendre à sculpter le bois. Donc, je commençais à toucher la matière, à me rendre compte que tous ces processus me passionnaient. Vraiment à rencontrer la matière et l'artisanat. Et donc, de fil en aiguille, j'ai travaillé pour des compagnies de théâtre, j'ai fabriqué des marionnettes pour diverses compagnies et j'ai été approché par une entreprise de robotique qui me disait mais tu connaîtrais pas un comédien qui pourrait nous aider à animer un petit robot humanoïde? Alors je me dis que c'est quoi ce truc, un robot humanoïde? Et là je suis arrivé dans une entreprise, donc une start-up hyper intéressante, donc il y avait, je sais plus, une vingtaine d'ingénieurs qui faisaient marcher un petit robot dans une salle. Donc là, j'ai trouvé ça fascinant. Et ils m'ont dit, mais voilà, est-ce que tu pourrais nous aider? Est-ce qu'il parle mieux? Est-ce qu'il touche plus les gens, etc. Donc j'ai travaillé à ça et de fil en aiguille, toutes les choses un peu créatives, comme c'était des profils très très ingénieurs, j'ai fait j'ai fait des films avec les robots, j'ai fait des spectacles de danse avec les robots, j'ai fait et donc voilà, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à faire plein de sujets créatifs. Et j'ai vraiment adoré et découvert le monde de l'industrie, c'est-à-dire le monde de la plasturgie, le monde de la mécanique, de la mécatronique, de l'électronique. Je suis même allé vivre en Chine pendant 1 an avec cette expérience. Donc j'ai vraiment appris beaucoup de choses sur ce modèle-là. Et c'est là où j'ai commencé en fait à collecter toutes ces informations qui m'ont été très utiles aujourd'hui. Je veux dire, il y a beaucoup de startups qui me contactent aujourd'hui pour dessiner des objets électroniques. Ils savent que justement j'ai cette expérience d'où viennent les produits électroniques, comment on peut les sourcer, comment on peut les réparer, comment on peut les penser, les dessiner pour qu'ils soient durables. Et puis l'entreprise a commencé un peu à péricliter. Moi, j'avais envie de nouvelles expériences et je me suis rendu compte qu'en fait le métier que je voulais faire s'appelait designer. Et là, j'ai commencé à me rendre compte que j'avais pas ni le diplôme ni le cercle, donc je suis retourné à l'école. Donc j'avais à 30 ans passés, je suis retourné à l'école, une école qui s'appelle l'ENSI les Ateliers. Et là, je suis rentré comme si je venais finir mon bac, quoi. Donc j'ai fait un master 2 de création industrielle et c'est là où j'écris ce mémoire qui a été en fait déterminant pour moi et qui a été la base de mon studio aujourd'hui. Et après, vous avez créé votre entreprise directement ou vous avez travaillé un peu pour d'autres avant? Alors, j'ai été freelance, j'ai travaillé pour plein de marques, mais j'ai très vite su que je savais où je voulais aller et comme j'arrivais pas vraiment à trouver des gens qui étaient sensibles à ce message un peu peut-être un peu trop drastique, je me suis lancé très vite dans mon entreprise, quoi. D'éco-conception un peu régénérative, enfin si on peut dire ça, ouais. Je sais pas si c'est le bon terme. Je sais pas si c'est le bon terme. En tout cas, je fais toujours attention à pas rentrer dans des blocs ou dans des cases parce que tous mes projets sont pas régénératifs. En tout cas,
l'éco-conception, pour moi, c'est le minimum syndical, quoi. On peut pas faire moins. Aujourd'hui, quand quelqu'un se vante que c'est de l'éco-conception, je dis mais heureusement. Et l'éco-conception, c'est une bonne base. Mais pour moi, c'est sûr qu'il faut aller plus loin. C'est l'éco-conception, c'est pas assez loin. Régénératif, il y a pour la nature, il y a aussi pour notre tissu de manufacture, pour notre tissu sociétal. Vous voyez, tout ce que le travail peut aussi créer dans notre société, de reconnecter les gens entre eux. Le bienfait que vous pouvez ressentir quand vous avez fabriqué un objet de vos mains, toutes ces choses-là qu'on a perdues en France, elles sont régénératives pour moi. Voyez, pour moi, c'est sûr que le designer ou l'industriel qui dessine un produit, il n'en est pas responsable juste le jour où il le vend. Il en est responsable pendant toute la vie du produit. Et à la fin, je pense qu'il faudrait que on aille voir celui qui a fabriqué, dessiné, vendu l'objet pour lui dire tiens, je te le rends. Je m'en suis servi, j'en ai plus l'usage. Toi qui l'as dessiné, créé, construit, tu sais très bien maintenant qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc si vous pensez par exemple à une marque de mobilier de 4 lettres dont on voit très souvent du mobilier dans la rue, si c'était cette entreprise qui en était responsable, je suis certain qu'il dessinerait les choses autrement. C'est intéressant de voir ça comme ça, effectivement. Vous nous avez parlé du projet qu'il y avait avec l'hôpital Sainte-Anne. Est-ce qu'il y a un ou deux autres projets dont vous aimeriez nous parler, nous raconter l'histoire, la façon dont c'est éco-conçu et plus? Oui, alors tout à fait. Là, je suis en train actuellement de travailler sur un sujet qui me tient très à cœur, puisqu'il parle de la laine et de la laine française. Donc, c'est un projet que j'ai initié il y a maintenant plus de 2 ans dans le Pays Basque. Donc l'idée, c'est de se demander pourquoi d'un côté on va jeter en France de 80 à 85% de la production de laine française. On va devoir la jeter, brûler, enfouir, qui va demander un coût aux Pourquoi est-ce qu'on fait agriculteurs. ça? Parce que ça ne vaut plus rien. Parce que la filière laine en fait a été démantelée à cause justement du problème du fait que 1 kilo de laine aujourd'hui ça vaut 10 centimes. Quoi. Donc, en vrai, ça coûte moins cher. Oui, c'est pour ça que les gens vont en chercher en Afrique du Sud, ou je sais pas où, ou en Nouvelle-Zélande. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Elles sont assez complexes. La première raison, c'est qu'on a démantelé la filière. Donc, quand vous avez de la laine, il faut la laver, il faut la filer, il faut faire tout ça. On a démantelé ça. Il y a une laverie dans le Gévaudan, voilà, mais qui a des machines du 19e siècle et qui est plein à craquer. Il y a une filature en Auvergne qui s'appelle Fonty. Mais on n'a plus l'outil industriel pour venir incorporer en fait toute cette production de laine. La deuxième chose, c'est qu'il y a des pays qui ont fait que de la monoculture. Donc l'Irlande, la Nouvelle-Zélande sont des pays qui ont fait du mérinos, c'est-à-dire la laine la plus douce, et ils ont juste une seule espèce de mouton, ce qui facilite le sujet puisque nous en France on a à peu près 52 espèces de moutons différentes. Et chaque laine de tous ces moutons vont avoir des qualités différentes. Donc le problème va être un peu plus complexe. Et puis après, donc cette filière, le problème c'est que comme le marché a été préempté par les pays d'Asie, aujourd'hui, il y a eu une époque où la personne qui venait tondre les moutons payait l'agriculteur de la laine qu'il prenait en repartant. Puis il y a eu un moment où la laine payait la personne qui tondait les moutons. Et aujourd'hui, l'agriculteur paye la personne qui vient tondre les moutons et paye pour que on lui enlève la laine. Puisque c'est pas un déchet comme un autre, comme c'est un déchet qui était sur un animal, il représente un risque bactériologique, etc. Donc tout ça mis bout à bout fait que de la laine ne vaut plus rien. Mais comment on peut d'un côté jeter de la laine et de l'autre côté faire venir de la mousse polyuréthane pour le mettre dans nos meubles, pour avoir du mou et du confort? Donc, je me suis dit, là, il y a un problème. On fait venir de Chine de la mousse qui coûte rien et on jette de la laine qui coûte rien. Mon idée, c'était de réutiliser la laine des agriculteurs dans la filière de mobilier à l'intérieur du fauteuil pour créer du confort et de la douceur. Alors ça, c'était un projet que j'ai mené avec des artisans qui s'appellent Âmes de tapissier, qui sont brillants. Donc, on a fait toute une recherche sur comment mettre en forme la laine, quelle laine, de quelle espèce de mouton, puisque j'ai travaillé avec une entreprise qui s'appelle Trail, donc dans le Pays Basque, qui a pu trouver la laine chez l'agriculteur.
j'ai travaillé aussi et comme ce que je vous disais tout à l'heure, il faut être isoprix. Donc, je me suis dit, si je vais voir un industriel de l'ameublement et que je lui propose de la laine plutôt que de la mousse, la laine, finalement, va coûter un peu plus cher que la mousse, parce que la mousse, ça coûte vraiment rien. Et en plus, la mousse, je prends, je la graffe, c'est fini, on n'en parle plus. La laine, ça demande un peu de temps, de la mettre en forme, etc. Donc, il a fallu que je pense au projet sur comment l'argent que je vais dépenser à l'intérieur du fauteuil, je vais pouvoir le récupérer ailleurs. Donc, dans la fabrication d'un fauteuil, il y a bien sûr le fauteuil qui fait le confort, mais par-dessus, il y a un tissu d'ameublement qui est mis en forme par des tapissiers. Donc, je me suis dit que si on arrivait à gagner le temps du tapissier, à le répartir dans l'intérieur du fauteuil, le prix serait le même. Je sais pas si vous me suivez. Donc, j'ai travaillé en partenariat avec une berreterie qui s'appelle Lolaire, qui est à Sainte-Marie-Saint-Oloron. Une berreterie, ça veut dire? Qui fabrique des bérets. Donc, les bérets sont des objets qui sont tricotés. Donc là, l'idée, c'est qu'on a travaillé sur des bérets géants, tricotés, feutrés, qui viennent enlever, et comme ils sont tissés en 3D, ils viennent remplacer le travail finalement de tension que doit faire le tapissier à la fin. Donc, il n'y a plus le travail du tapissier à la fin du tissu d'ameublement, mais ce tissu, il peut être interchangeable, lavable, et on peut changer les couleurs, etc. Donc, ça vient apporter du bénéfice dans le produit, et tout ça en utilisant de la laine française. Oui, c'est vraiment intéressant de comprendre ce processus et merci de l'expliquer parce qu'on voit pourquoi ça prend plus de temps, que ça demande tellement plus de créativité. Bah oui, et donc quand je suis allé voir au début les industriels en leur parlant de ça, ils m'ont dit ouais, c'est intéressant. Mais le problème, c'est qu'il faut le faire pour qu'ils puissent adhérer au projet. Donc, il faut trouver des partenaires. Donc là, j'ai terminé la première maquette que je vais sortir bientôt, au mois de mai. Voilà, et je commençais à prendre rendez-vous avec des industriels pour leur montrer que c'est possible. Le travail est fait, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton. Bien sûr, ça demande des choix, ça demande... il faut être ambitieux. Hein. C'est sûr que c'est plus facile de continuer avec la mousse qu'on a toujours fait. Ça, c'est sûr et certain. Mais moi, là où je cherche des gens, c'est des gens qui veulent voir plus loin. Au-delà du fait juste environnemental. Au-delà du fait que la mousse polyuréthane, elle vieillit pas bien, et puis une fois qu'elle est vieille, on sait pas quoi en faire. Au-delà de ça, la laine, elle a des particularités extraordinaires. Elle est déjà presque anti-feu naturellement, mais elle est aussi, elle est hypoallergénique, elle préserve votre température. La laine, c'est vraiment un objet magique et magnifique. Donc, je voudrais qu'on l'utilise plus souvent et partout. Surtout que cette ressource est devenue un gisement. En design, on dit un gisement. C'est une matière qui ne coûte presque plus rien. C'est d'ailleurs fou de se dire qu'une matière qui est en fait très noble ne vaut plus rien. Est-ce qu'il y a autre chose dont vous aimeriez parler ou des choses avant qu'on cite que vous n'avez pas encore dit que vous aimeriez écoutez, mon prochain sujet qui m'intéresse beaucoup, ce sont les restes alimentaires et les déchets alimentaires. En France, on jette à peu près 50% de la production alimentaire que l'on produit. Pour ça, il y a plein de raisons à cela, mais en tout cas, je suis vraiment très ouvert à quelqu'un qui serait intéressé par ce sujet. J'ai commencé pas mal de recherches. Il y a beaucoup de pédagogie, mais il peut aussi y avoir une famille d'objets type objets d'art de la table. Ça serait quoi l'idée? Ça serait d'utiliser les restes pour... Non, l'idée ce serait pas d'utiliser les restes. Aujourd'hui, grosso modo, quand on voit ce 50%, il y a plein de raisons à cela. Peut-être que ça va être un peu long, là, j'ai pas le temps, mais juste pour vous dire, l'idée, ce serait de faire un objet qui nous aiderait pédagogiquement à comprendre comment on peut économiser, utiliser moins ou mieux réutiliser la nourriture, sachant que l'objectif, pour moi, c'est qu'il n'y ait plus de poubelles, en fait, tout simplement, d'éradiquer les poubelles du monde. Donc, le reste alimentaire, c'est pas de l'utiliser, c'est juste de le diminuer à sa quasi inexistence. Donc, il serait une manière d'utiliser les restes tout de suite avant qu'ils soient périmés quelque part. Par exemple, mais souvent, ça part comme dans les objets, il faut recycler, réutiliser ou réparer.
avec la nourriture, faut faire moins de nourriture, produire ce qu'on va consommer, faire des menus pour éviter d'acheter des choses dont on ne sait pas avec quoi on va les associer. Donc tout ça, il y a plein de pédagogie. Il y a aussi apprendre à lire une étiquette, à comprendre la différence entre le jour où il a été fabriqué, le jour où on peut encore le consommer, est-ce qu'il y a encore des jours où on peut le consommer après. La peur qu'on a associée à la nourriture et à la chaîne du froid et toutes ces choses-là, qui a été utile à une certaine époque, mais on a poussé à fond justement cette inquiétude à propos de l'hygiène qui aujourd'hui est contre-productive, sans tomber dans le yaourt périmé depuis 2 ans. Voilà, c'est trouver cet équilibre pour finalement pousser l'industrie agroalimentaire à nous proposer des choses de meilleure qualité, mais en moins grand nombre. Voilà, tout simplement. Oui, donc c'est un nouveau voyage. Vous savez pas encore où ça va vous emmener, mais c'est un grand sujet d'étude. Voilà, non, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que pour moi, c'est vraiment des sujets de société qui sont tellement énormes. Il faut s'attaquer à la pollution, il faut s'attaquer au CO2, il faut s'attaquer à tous ces sujets-là, mais en fait, il faut s'attaquer à tous les sujets en même temps. Et pour moi, la poésie et le bon sens paysan peuvent nous aider à envisager des solutions sur des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Quand on parle la poésie, pourquoi ? Pour moi, la poésie, c'est une espèce de nécessité. Le Petit Prince, il dit c'est utile puisque c'est joli. Je pense qu'il a raison. On a besoin d'histoire, on a besoin de raconter des choses, on a besoin de beauté dans ce monde. Et on peut pas être pragmatique. On voit bien que dans tous les films de dystopie, quand la société est trop pragmatique ou trop utilitariste, on perd la notion de d'âme, la notion de plaisir, la notion de sensibilité. Voilà, donc faut absolument être connecté au sensible. Faut être absolument. Alors la poésie, c'est ma manière de le vivre. Peut-être quelqu'un vous dira l'esthétisme ou je ne sais quoi. Pour moi, la poésie, c'est trouver cette magie qui fait que quand vous cuisinez quelque chose, vous passez peut-être 2h30 à cuisiner quelque chose qu'on va pouvoir dîner en une demi-heure. Voilà, mais c'est ça qui est magique. C'est cette herbe que vous êtes allé cueillir dans le jardin, c'est ce basilic que vous avez vu pousser. C'est cette manière d'associer les goûts, d'équilibrer toutes ces choses-là. Moi, je trouve ça magnifique. J'étais pas du tout envers. Hein. Pour moi, la poésie, c'est même une nourriture de base. Enfin, moi, j'ai besoin d'écrire ou de lire des belles choses tous les jours. C'est vraiment un aliment. Enfin, je veux dire au sens où c'est un essentiel. Et le beau aussi. Hein. Donc, je voulais juste voir comment Non, pas du tout. Je l'ai pas compris. Comment vous le viviez vous. Et c'est important de le dire et de l'expliciter parce que je crois effectivement qu'on a tous besoin de beauté, d'être reliés. Quand vous parlez d'aller chercher son basilic ou quelque chose qu'on a fait, c'est que on se relie en fait à la fois au végétal, à l'animal qu'on utilise éventuellement, aux gens pour lesquels on va cuisiner. L'esthétique, ça compte aussi. Tout ça, ça offre un supplément d'âme. Hein. Pas du tout la même chose que d'aller chercher un truc chez Picard, de le mettre au micro-ondes et puis de l'avaler comme ça, quoi. Ça c'est sûr. Et puis moi, j'avais un souvenir d'enfance là qui me revenait. C'était de marcher pieds nus jusqu'au potager et attraper une tomate presque brûlante du soleil et de la croquer pieds nus au soleil comme ça l'été. Pour moi, c'est vraiment la plus belle chose qu'on puisse vivre. Et c'est extrêmement simple et extrêmement pas coûteux. Voilà, mais ça demande du soin, ça demande de veiller sur ses pieds de tomates, de leur donner de l'eau quand il faut, de passer du temps, et ça rejoint le Petit Prince aussi, hein, c'est le temps passé qui crée le lien et l'attachement et l'amour avec. Tout à fait. Bon, c'est chouette tout ça, Julien. Est-ce que, avant qu'on se quitte, il y a autre chose que vous aimeriez dire? Tout d'abord, merci. Merci pour cette invitation et merci pour cette interview. Je suis toujours heureux de parler de mon travail et si jamais quelqu'un qui écoute est intéressé, moi je suis toujours ouvert pour les discussions, les débats, les conférences, pour parler de tous ces sujets qui me passionnent. Merci beaucoup, Julien. Avec plaisir. Si vous voulez en savoir davantage sur Julien Gorias, sur le design, sur Carbone 14, sur les lauriers de la régénération, vous trouverez comme d'habitude les informations utiles dans la description de cet épisode. Ce podcast n'est pas seulement le mien, c'est aussi le vôtre, c'est le nôtre. Si vous voulez contribuer, intervenir, proposer, contactez-moi.
Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, mettez des étoiles pour le noter et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. À très bientôt!